Les pèlerins maliens de la filière gouvernementale sont arrivés sains et saufs à Médine. Ils sont 1263 fidèles hommes et femmes venant de différentes localités du pays à effectuer le déplacement pour le pèlerinage 2012. La brigade mobile d'intervention de la douane vient de mettre la main sur un important lot de médicaments frauduleux sur le fleuve Niger. Les agents aux aguets depuis une semaine ont appréhendé des pirogues venant d'un pays voisin. Ces malfrats en fuite ont abandonné leurs marchandises. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le Premier ministre a rencontré cet après-midi une délégation du système des Nations Unies. La délégation est venue échanger avec le chef du gouvernement sur la situation sécuritaire du Mali et voir dans quelle mesure les Nations Unies peuvent accompagner le Mali pour la reconquête du Nord. Et pour ce faire, la délégation compte rencontrer très bientôt la hiérarchie militaire. S'agissant de la situation humanitaire du Mali, le système des Nations Unies s'est dit préoccupé par la question et entend apporter son soutien. Le reportage de Mohamed Diarra. C'est à un véritable plaidoyer pour la reconquête de l'intégrité du territoire malien que s'est livré le Premier ministre face à la délégation du système des Nations Unies. L'heure est grave et même très grave, pas de temps à perdre. Une intervention militaire s'impose pour chasser les occupants du Nord, a déclaré Cheikh Mouhamadou Diarra. Un plaidoyer qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mais les partenaires se veulent prudents dans leurs propos. Une action militaire fait partie d'une solution pour la crise, particulièrement au nord du pays. Mais on a échangé à propos de la crise dans toute sa complexité. On a vu quelles sont les connexions entre l'action militaire et les négociations qu'il faut mener, le travail politique qu'il faut mener. Donc il s'agit vraiment d'essayer de voir la situation dans toutes ses complexités et voir quelles sont les mesures que les Nations Unies peuvent prendre pour continuer à appuyer les efforts du peuple malien dans la recherche de la sortie de la crise. Il a donc fallu 45 minutes au Premier ministre de faire la genèse de la situation qui prévaut au nord du Mali. Les conséquences de la partition du Mali sont incalculables, a martelé le Premier ministre. On enregistre 250 000 déplacés, 300 000 enfants qui n'ont pas fait d'examen et 200 000 qui n'auront pas la chance d'aller à l'école. La situation humanitaire dans ces régions occupées est dramatique. C'est dit donc que le Mali a besoin d'aide dans tous les domaines. La gouvernance, la santé, l'éducation, en plus de l'appui logistique pour restructurer l'armée malienne. C'est vrai qu'il y a une situation grave du point de vue humanitaire, soit dans le nord du pays, soit ailleurs, dans le sud. Et là, je peux dire que nos collègues du système des Nations Unies sur place, représentés ici par le coordinateur résident des Nations Unies, ils sont déjà en train de mener pas mal des actions. Il a toute une stratégie de réponse à la crise. Et peut-être ce qu'il faut voir après cette visite, c'est d'examiner avec d'autres collègues qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer sur ce chemin et améliorer et renforcer nos activités. Pas donc d'engagement pris au cours de cette rencontre avec le Premier ministre, mais un grand pas est franchi. La situation préoccupe les deux parties. La délégation du système des Nations Unies souhaite rencontrer dans les tout prochains jours la hiérarchie militaire pour définir les modalités d'un déploiement des troupes au Mali en cas d'intervention militaire. Et ce message de félicitations du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, à son homologue de la Chine, Hu Jintao. C'est avec une immense joie et un réel plaisir que j'adresse à votre Excellence ainsi qu'au peuple de Chine, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays. Je saisis cette opportunité pour vous réitérer ma totale disponibilité et celle du peuple du Mali à œuvrer au renforcement continu des excellentes relations d'amitié et de fructueuse coopération existant entre nos deux pays. Je vous l'annonçais dans les titres à la date du dimanche 30 septembre 2012, presque tous les pèlerins de la filière gouvernementale sont bien arrivés à Médine. Ils sont 1263 fidèles, hommes et femmes venant de différentes localités du pays, à effectuer le déplacement pour le pèlerinage 2012. À l'accueil à Djeddah était présent le superviseur du pèlerinage, Senkoro Doumbouya, et le délégué général Bassili Koulibaly. Et là-dessus, le reportage de Mamadou Niamadjara depuis la Mecque. Le voyage des pèlerins maliens
filière gouvernementale s'est déroulée en 2 étapes. Bamako-Djeddah par avion et Djeddah-Médine par bus sur 460 km. Visiblement, les pèlerins sont satisfaits des conditions du voyage. Le voyage s'est très bien passé, à part la fatigue à la maison du Hajj. On nous a convoqués à 9h et on a quitté là-bas jusqu'à 22h presque. On pensait pouvoir atterrir directement à Médine, mais nous avons passé par Djeddah. Bon, le voyage, il a été, il faut dire, un peu fatigant pour nous, mais surtout très agréable. Pour le moment, on est à l'aise pour aborder l'épreuve. À Médine, l'arrivée du deuxième convoi a coïncidé avec la prière du vendredi. L'hébergement d'une partie des pèlerins a posé quelques problèmes, même si par la suite, la solution a été trouvée. La plus grande partie des pèlerins maliens sont arrivés à Médine, qui est retardateur. À l'arrivée, nous avons eu quelques difficultés au niveau de l'hébergement. Les dispositions que nous avions prises en attribuant les numéros de chambre aux pèlerins depuis Bamako, c'était pour faciliter une gestion. Les numéros qu'on avait affectés aux pèlerins depuis Bamako a été effectivement mis en cause, arrivé ici par l'hôtelier. En ce qui concerne la filière privée, elles ont commencé à venir, certaines agences sont déjà là. Le séjour de Médine dure 8 jours. Tous les pèlerins doivent effectuer 40 prières pendant ces 8 jours dans la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est à Médine qu'il y a la tombe du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est également à Médine que les pèlerins maliens peuvent commencer la sacralisation, c'est-à-dire porter la tenue spéciale pour le pèlerinage. Et nous souhaitons un bon séjour à tous les pèlerins. Dans le cadre des rencontres périodiques avec les principaux acteurs du processus électoral, le président de la CENI invite les chefs des partis politiques et les présidents des organisations de la société civile ou leurs représentants à un échange d'informations le jeudi 4 octobre 2012 à 10h dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako. La Commission nationale des droits de l'homme a présenté ce matin le rapport annuel 2011 sur la situation des droits de l'homme au Mali. Cette commission a également publié un rapport sur les événements de 2012 survenus ici au Mali et c'était à son siège à l'ACI 2000. Ces 2 documents font cas des droits civiques et politiques, le droit à la vie et à l'intégrité physique, les atteintes aux droits de l'homme commises par les mouvements armés au nord du Mali. Le point, c'est avec Daouda Sidiki Diarra. Ce rapport qui vient d'être publié en 55 pages se veut comme une contribution pour mieux appréhender les problèmes et défis majeurs qui entravent le fonctionnement d'un état de droit, surtout s'il est fondé sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme. En 2010, on avait fait quelques constats de violation des droits de l'homme. À l'issue du rapport, on avait formulé des recommandations à l'attention du gouvernement. Cette année, nous avons fait le point pour voir si ces recommandations-là avaient été mises en œuvre. Mais nous sommes au regret de vous dire que ces recommandations n'ont pas été mises en œuvre. L'État a fourni des efforts en élaborant quelques textes pour améliorer la situation des droits de l'homme. Mais ces textes sont encore insuffisants. Dans sa première partie, le document traite la situation des droits de l'homme au Mali. La deuxième partie fait cas de l'état de mise en œuvre des recommandations issues du rapport 2010 de la CNDH. Les recommandations du rapport de 2011 constituent la troisième partie et les annexes. À cela s'ajoute un autre rapport circonstancié sur les événements de 2012. Selon la présidente de la CNDH, ces 2 rapports ont été élaborés suivant une méthodologie. Nous avons visité le camp militaire de Kati, quand des gens étaient détenus là-bas. Ensuite, nous avons visité la gendarmerie du camp 1 pour voir les conditions dans lesquelles ces personnes sont détenues. Nous avons visité la maison centrale d'arrêt de Bamako, où les conditions de détention sont vraiment déplorables. Donc nos informations ne sont pas basées sur des rumeurs, sont basées sur des informations crédibles et puis sur la recherche documentaire, sur les analyses documentaires. Le Mali a ratifié beaucoup de textes internationaux. Il s'agissait pour nous de voir est-ce que ces instruments internationaux sont mis en œuvre. Les droits civils et politiques, les droits à la vie et à l'intégrité physique, les droits à la liberté et à la sécurité de sa personne, l'interdiction de la torture et les sévices sont entre autres sous-titres qui retiennent l'attention du lecteur.
Une autre rencontre prévue ici demain à Bamako, les assises des régions occupées, la parole aux forces vives de Kidal, Gao, Tombouctou et Douanza. C'est le thème d'un forum qui s'ouvre demain ici à Bamako. Ce forum de 2 jours qui est organisé par la coalition pour le Mali s'ouvre ce mercredi donc à partir de 9h à l'Hôtel de l'Amitié. La mise en place est terminée à 8h30. Un nouveau projet d'appui à la lutte contre la mouche tsetse et les maladies animales dans les cercles de Sikasso et Kadiolo. Il a été lancé ce matin même ici à Bamako, financé par le gouvernement et ses partenaires à hauteur de près de 200 millions de francs CFA. Ce projet a pour but de réduire les risques liés au phénomène. Le reportage de Tchemoko Konate avec la voix de Bouakar Sissoko. La mouche tsetse et les trypanosomes constituent une préoccupation en Afrique subsaharienne. Au Mali, la zone la plus touchée est la région de Sikasso. Le phénomène entrave l'économie et contribue à l'aggravation de la pauvreté. Ce nouveau projet intitulé « Projet d'appui à la lutte contre la mouche tsetse et les trypanosomes animales dans les cercles de Sikasso et Kadiolo » a pour mission d'atténuer les conséquences du fléau. La raison principale est que la région de Sikasso est infestée à 100% par les mouches tsetse et les trypanosomes. C'est pour cela qu'il y avait déjà un projet antérieur qui est le projet PLMT de lutte contre les mouches tsetse. Le nouveau projet vient en appui à ces activités et compte sérieusement impliquer la participation communautaire. Financé à hauteur de 200 millions de francs CFA, le projet s'inscrit dans la dynamique du partenariat entre le gouvernement et la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Au Mali, ce problème est plus récurrent dans la région de Sikasso et c'est pourquoi les autorités ont bien voulu solliciter la FAO pour donner son appui afin de circonscrire le problème. L'éradication de la mouche tsetse en Afrique en général et au Mali en particulier est donc un défi à relever. Elle constitue de nos jours une préoccupation majeure du gouvernement du Mali et de ses différents partenaires dans ce domaine. C'est dans ce cadre que le Mali s'est très tôt engagé dans la lutte contre cette maladie, convaincu qu'aucun développement de l'agriculture et singulièrement de l'élevage n'est possible dans les régions infestées sans l'éradication de ce fléau. Ce projet s'étend sur une période de 18 mois. Hors du Mali, en République démocratique du Congo, l'opposition annonce son programme d'action pour le sommet de la francophonie. L'UDPS compte beaucoup sur la venue du président français François Hollande pour échanger sur les résultats des élections présidentielles. L'UDPS d'Étienne Tshisekedi, le principal parti d'opposition en République démocratique du Congo, prépare à sa façon le sommet de la francophonie. Après avoir demandé que ce rendez-vous soit délocalisé pour ne pas cautionner les résultats des dernières élections présidentielles, l'UDPS va profiter de l'occasion pour faire entendre sa voix. Ville morte le 9 octobre, manifestation le 12 et le 13 lors de l'entrevue avec le président français et le leader de l'opposition. Quand nous allons rencontrer M. Hollande, nous allons lui dire de vive voix que dans ce pays existe un président qui a été élu massivement le 28 novembre 2011, qui s'appelle Étienne Tshisekedi. Et fort heureusement, à ce moment-là, c'est en tête à tête. Étienne Tshisekedi s'était autoproclamé président élu. Mais toutes les manifestations de l'opposition ont été systématiquement réprimées. La venue du président français sera l'occasion pour l'UDPS de relancer sa campagne d'explication et de mobilisation. L'actualité africaine dominée par les inondations au Nigeria, inondations qui ont fait environ 150 morts, la remise du prix du Haut Commissariat aux réfugiés qui revient à une Somalienne. Parlons d'abord de cette enquête sur la mine de Marikana, c'est en Afrique du Sud, enquête qui a déjà commencé. Ce sont les premières reconstitutions sur le terrain. 1 mois et demi après la fusillade à la mine de Marikana, les enquêteurs reviennent à l'endroit même où 34 mineurs sont tombés le 16 août sous les balles de la police. Alors que la grève dans le secteur minier a fait 5 nouvelles victimes depuis dimanche, le travail de cette commission indépendante qui a démarré hier son enquête est très attendu. Cet incident a été le résultat de nombreux échecs structurels. Et si la commission ne va pas au fond des choses, cela risque de se reproduire. Vous voyez aujourd'hui, la grève continue.
À l'ouverture de la commission, 1 minute de silence a été observée en mémoire des victimes originaires de toute l'Afrique. Les avocats demandent à l'État de prendre en charge les frais de déplacement des familles des victimes pour qu'elles puissent participer à l'enquête. Près de 150 morts, 60 000 déplacés. Au Nigeria, les inondations touchent la moitié des États du pays et ce n'est pas fini car de nouvelles pluies sont attendues pour les jours qui viennent. La Croix-Rouge s'inquiète de la propagation du choléra. 135 cas ont été signalés à ce jour. Elle s'appelle Hawa Aden Mohamed. Elle est somalienne. Elle est la lauréate 2012 du prix Nansen décerné par le Haut Commissariat aux réfugiés. Mama Hawa, comme on l'appelle ici en Somalie, a fondé un centre d'éducation pour la paix et le développement dans la région du Puntland. Elle a créé aussi une douzaine d'écoles qui permettent entre autres la scolarisation des filles. Ce prix, qu'elle n'a pas reçu en main propre, récompense son engagement en faveur des femmes réfugiées. Les élections présidentielles arrivent à grands pas au Venezuela. Ces élections sont prévues dimanche prochain. Elles mettront aux prises le président sortant Hugo Chavez et son principal rival, ex-gouverneur de l'État du Miranda. Si ce dernier prône le dialogue, Hugo Chavez, quant à lui, opte pour les programmes spéciaux de sortie de crise. C'est le challenger de l'élection présidentielle vénézuélienne. Enrique Capriles, 40 ans, ex-gouverneur du riche État du Miranda dans le nord, n'en finit plus d'attirer les foules, comme ici à Atures dans la région amazonienne. Son credo, l'anti-chavisme. Aux Indiens déçus de la politique foncière du président Chavez, il promet une meilleure redistribution des terres. Cela fait 14 ans de gouvernement de Chavez. Je veux dire à toutes les communautés autochtones qu'avec de la volonté et du dialogue, d'ici 1 an, nous allons appliquer le texte sur les terres autochtones, le texte de la Constitution. Convaincre les déçus, c'est aussi l'enjeu du scrutin de dimanche pour le président sortant. Hugo Chavez, à la tête du pays depuis 13 ans, a lancé une série de programmes sociaux financés par l'argent du pétrole. La pauvreté a bien reculé, mais il n'a pas su régler tous les problèmes. J'ai peut-être commis des erreurs dans le passé, mais j'ai toujours travaillé à les réparer, à corriger ce qui doit être corrigé. L'opposition a trouvé en Enrique Capriles un candidat de poids face au président sortant, mais Hugo Chavez reste favori dans les sondages, malgré un bilan en demi-teinte. Chez nous ici, le ministre des Transports et des Infrastructures routières a remis cet après-midi un lot de casques au service de la protection civile. Par ce geste, le lieutenant-colonel Abdoulaye Koumaré veut faire des soldats du feu de bons exemples dans le port de casques. Le colonel-major Koman Keita, directeur général de la protection civile, lui soutient que le port de casques tant souhaité constitue une solution aux nombreux cas de traumatisme crânien. Et pour rappel, les forces armées, la gendarmerie et la police ont déjà reçu leur dotation en casque par le même ministère. Et dans le même chapitre, la jeune chambre internationale d'ICA et de Sikasso vient de faire des hangars pour la police et distribuer de nombreux casques aux élèves de la ville de Sikasso. La cérémonie s'est déroulée dimanche dernier, une initiative soutenue par la mine d'or de Kalana, Soumika SA, nous dit un de nos correspondants à Sikasso, Daouda Diakiti. À travers ce projet, la jeune chambre internationale entend s'impliquer à fond dans la politique de promotion du port des casques par les élèves qui constituent les plus exposés aux accidents, mais aussi jouer sa partition dans l'amélioration des conditions de travail de la police qui œuvre pour la population, souvent au péril de leur vie. La police a besoin de notre soutien. Ils sont dans la circulation, c'est pour nous-mêmes. La police est là pour les usagers de la route. Par exemple, nous avons fait le constat, nous avons dit qu'ils ont besoin de notre appui, de notre accompagnement. Et par rapport au port de casque, nous sommes dit que c'est les meilleurs qui doivent aussi montrer l'exemple. Un pari qu'on saurait gagner sans une synergie d'action de tous. Nous allons poursuivre, n'est-ce pas, nos actions avec la jeune chambre de Sikasso par rapport à des activités de citoyenneté, comme quel est l'appui qu'il faudra apporter pour la mobilisation des ressources internes, comment créer des espaces d'expression citoyenne, d'expression démocratique, d'expression républicaine face à la crise qui secoue notre pays. La question de l'insécurité routière nous interpelle tous.
et exige une synergie de l'ensemble des responsables, à savoir autorités administratives, politiques, religieuses, des services de sécurité, la société civile, les médias et les parents, ainsi que des usagers de la route pour relever les différents défis. Ce projet de sécurité routière par la remise des hangars à la police nationale et des casques à une cinquantaine d'élèves les plus méritants de 10 établissements secondaires et professionnels est une initiative de la Jeune Chambre internationale, organisation locale membre de Sikasso, avec l'appui financier de la mine d'or de Kalana, Somika SA. En recevant les casques, les élèves lauréats ont promis d'en faire un bon usage, mais surtout de s'engager à sensibiliser davantage leurs camarades pour un changement positif de comportement dans le respect du code de la route. Des bonnes volontés accompagnent les parents d'élèves démunis à cette rentrée des classes. 30 enfants de l'école primaire de la base militaire viennent de recevoir des kits scolaires. Le geste est du maire de la commune 4 à l'endroit de certains enfants de militaires. Moussa Mara, en remettant ces kits à la représentante du service social du génie militaire, capitaine Kadiatou Sanogo, a souligné qu'au-delà de la solidarité, que l'excellence est dans toutes les couches sociales et que tous les enfants doivent être suivis. Les élèves bénéficiaires sont les meilleurs des classes de la première année à la 6e année de l'école de base militaire. Voilà le geste de bonne volonté, des bonnes volontés qui accompagnent donc les parents d'élèves démunis à cette rentrée de classe. La brigade mobile d'intervention de la douane vient de saisir un important lot de médicaments frauduleux sur le fleuve Niger. Les agents aux aguets depuis une semaine ont appréhendé des piroguiers venant d'un pays voisin et ces malfrats en fuite ont abandonné pirogue et contenus. Mariam Sagara est allée voir. Des tonnes de médicaments nocifs allaient être déversés dans le marché n'eût été la vigilance des agents de la brigade mobile d'intervention. C'est dans la nuit du lundi au mardi qu'une escouade de la brigade fluviale de Bamako, chargée de la patrouille nocturne sur le fleuve Niger, a appréhendé au large de Kabala une pirogue. Ils ont été frappés par le fait que les servants ont sauté à l'eau. Ils sont parvenus finalement à arrêter un des servants et ont découvert, en plus de 35 cartons de cigarettes marque Ronson, 34 colis, des gros colis bien évidemment, et ces 34 colis contenaient 156 cartons qui contenaient à leur tour 69 000 boîtes dans lesquelles se trouvaient 2 157 700 comprimés et 1000 ampoules injectables, faisant un poids d'environ 2 tonnes. Au bas mot, la valeur de ces marchandises va environ vers 55 millions de francs CFA. Les éléments de la BEMI en alerte sur le fleuve Niger constituent le cauchemar pour les contrebandiers évoluant sur le fleuve. Et les faux médicaments, c'est des médicaments justement qui sont importés frauduleusement dans le pays par ces voies, telles que la voie fluviale, et qui, comme on l'avait dit, sont des médicaments qui contiennent soit peu de réactifs, soit qui ne contiennent même pas de réactifs, ou qui peuvent même contenir à la place des réactifs des produits toxiques dangereux. La brigade mobile d'intervention, à travers son chef, ne demande que la participation des populations dans sa lutte contre la fraude de ces médicaments impropres à la consommation. Et cela va de notre santé. Du sport football, la Commission nationale ad hoc d'organisation des matchs internationaux a fait le bilan de sa gestion des récentes rencontres de football. Il en ressort que les recettes ont connu une amélioration. L'information a été donnée par le ministre de la Jeunesse et des Sports au cours d'un point de presse à la piscine olympique. Le compte rendu avec Khalifa Namatraouri. Le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération malienne de football ambitionnent de rentabiliser davantage les matchs internationaux. Cela passe nécessairement par une gestion transparente et rigoureuse des recettes. La commission conjointe ad hoc mise en place en juillet dernier s'est donc donnée comme défi la bonne organisation des matchs, la sécurité du public sportif, la meilleure gestion des billets et cartes. 3 matchs ont été retenus pour tester l'efficacité des nouvelles mesures. Stade malien, Djoliba AC et Djoliba AC Léopard en Coupe de la Confédération et le match Mali-Botswana des éliminatoires de la CAN 2013. Du point de vue recette, le match Djoliba AC Stade malien a enregistré 13 692 000 francs. Et les dépenses se sont chiffrées à 4 84 500 francs. Le match Djoliba AC Léopard du Congo
a connu une recette de 6 335 000. Les dépenses sont chiffrées à 3 216 670. Le dernier match Mali-Botswana, nous avons enregistré une recette de 31 378 000 pour des dépenses à hauteur de 11 877 000. Donc, les totaux des soldes, des différents soldes, se chiffrent à 32 336 450. Donc, sur ces soldes, nous avons également eu à effectuer des dépenses, notamment pour le match Mali-Rwanda. Auparavant, tous les matchs, je peux vous le dire, tous les matchs, il n'y a eu aucun match, même équilibré, a fortiori excédentaire. Tous les matchs étaient déficitaires. On a enregistré des matchs excédentaires. Il faut que une nouvelle commission, avec de nouvelles missions, puisse être instituée. Et ça va être une nouvelle commission avec des hommes neufs. Au Mali, il y a 4000 personnes qui ne payent pas les billets. Et cette fois-ci, ils ont payé. C'est des chiffres connus. Les anciens footballeurs, les anciens arbitres, les anciens joueurs, les présidents des clubs. Non. Oui, il y a beaucoup de personnes. Non, ceux qui ont des cartes permanentes qui ne payent pas le football, ils sont pratiquement 4000. Et cette fois-ci, ils ont tous payé, ou bien la fédération ou le ministère a acheté des billets pour les gens. Pour réussir le pari de la rentabilité, le ministre de la Jeunesse et des Sports juge nécessaire l'introduction d'outils de contrôle modernes pour l'accès au stade. Après le match Djoliba AC Stade Malien de dimanche prochain, une nouvelle structure sera mise en place pour s'occuper au mieux de la gestion des rendez-vous internationaux, toutes disciplines confondues. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On ne cessera jamais de rappeler nos pensées à nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Soyons de cœur, mais surtout d'action avec eux en ce mois de la solidarité. Bonne suite de programme sur l'ORTM. Bonsoir et à demain.